Bonjour à tous, nous étions 8 participants ce dernier Café Philo. Jocelyne de Compoix du Café Philo de Thonon nous a rendu visite, merci à elle. Elle nous annonce à l'occasion un repas philosophique avec pour thème Aimer, est-ce l'essentiel, qui aura lieu en date du vendredi 31 mai à partir de 18h30 dans un restaurant à Évian. Toutes les informations seront dans notre forum dont le lien est dans les détails de la vidéo. Nous nous sommes inspirés pour notre thème d'un conte, à vrai dire d'une histoire dite enfantine de Günther Anders. Je vous la lis. Comme cela ne plaisait pas beaucoup au roi que son fils abandonne les sentiers battus et s'en aille par les chemins de traverse se faire par lui-même un jugement sur le monde, il lui offrit une voiture et un cheval. Maintenant, tu n'as plus besoin d'aller à pied. Telles furent ses paroles. Maintenant, je t'interdis d'aller à pied. Tel était leur sens. Maintenant, tu ne peux plus aller à pied. Tel fut leur effet. Dans la pratique, j'invite les participants à dire quelles leçons ils tirent de cette histoire, ce qu'elle leur inspire, et éventuellement là où les questions qu'elle leur suggère. Questions autour desquelles nous élaborerons notre débat en avançant progressivement vers celles qui semblent nous interpeller le plus. Alors voici quelques questions que nous nous sommes posées. Comment un roi, un père ou une figure d'autorité, et nous avons bien noté qu'il y a une sorte de glissement et d'assimilation entre le roi, le père et la figure d'autorité, donc comment ces représentants d'une autorité peuvent-ils empêcher un fils, un subordonné, un admirateur ou le peuple à penser par eux-mêmes? On devine ici qu'il y a des rapports de pouvoir, d'influence, de transmission d'héritage et de manipulation qui sont en jeu. Seconde question, quelle est la charge des implicites derrière les dons, les cadeaux, les aides promulguées, que ce soit avec bienveillance ou avec ruse? Ici, dans le cœur même des interactions, de ce qui s'échange, on perçoit bien que des enjeux de liberté, d'autonomie ou encore de subordination se trament dès que nous sommes dans des rapports d'échange, en particulier dans le cadre de relations asymétriques où des interlocuteurs ne bénéficient pas du même rapport d'indépendance, du même pouvoir d'influence sur l'un et sur l'autre. Or, fondamentalement, nous sommes par nécessité, en tant qu'animaux sociaux, toujours dans une trame de rapports d'échange. Les enjeux semblent se préciser. Troisième question, elle fait le lien avec la seconde. Se laisse-t-on acheter par la facilité et ou par la générosité? Jusqu'où renonce-t-on à soi, ici la démarche d'exploration et d'autonomie du Fils, en raison d'un changement de situation, celui-là de se déplacer à cheval et en carrosse, plutôt que d'arpenter des chemins inconnus à pied, ce qui modifie en fait notre disposition à être, à se mouvoir et à exister par soi-même. C'est notre rapport à l'expérience au monde qui s'en trouve transformé. Essayons ici de soulever quelques points. Jusqu'où renonçons-nous à nous-mêmes lorsque nous nous inscrivons dans une démarche d'exploration? Donc ici, celle du fils par rapport à son père. Souhaitait-il d'emblée s'émanciper de son influence ou répondait-il simplement à l'appel que tous les adolescents ressentent? Dans les deux cas, la question du renoncement à soi et de l'attelage comme moyen d'exploration se pose, car selon l'usage que le Fils en fera, un usage circonstancié et parcimonieux, ou systématique et sans discernement, son rapport au monde s'en trouvera bien modifié. Cela dit, les questions des limites de l'exploration se posent malgré tout. En effet, il peut se trouver à un moment donné que l'on souhaite se poser, que l'on en ait assez vu, ou peut-être que l'on commence à tourner en rond. On a le sentiment de ne plus rien apprendre vraiment. Il y a également l'idée où, par rapport à soi, on peut avoir des peurs, ressentir du mal-être. En fait, on se rend compte que la question de l'exploration et des limites rencontrées se trouve conditionnée par des motivations de départ, par les moyens, à pied, en carrosse ou en faisant le tour des hôtels, mais aussi par l'environnement de sa classe sociale et par des déterminations intérieures. D'une certaine manière, on peut dire que tout ce dont on hérite et ce dont on est conscient détermine non seulement le cadre dans lequel on se meut,
mais aussi un horizon intérieur, ce qui nous empêche de considérer l'inconnu, d'apprendre à composer avec lui. Cet inconnu, en raison de notre manque d'expérience directe avec lui, pourra être plus tard un motif d'inquiétude, une source de peur. Il peut se traduire par un sentiment d'étrangeté de tout ce qu'on ne sait pas, que nos limites sont bien atteintes, mais elles relèvent plutôt de l'impossibilité de savoir apprendre de situations totalement nouvelles. En conséquence de quoi, on s'anime de la certitude de savoir où se trouve le bon chemin en raison de l'expérience que l'on en a. C'est un premier ordre de questions que nous nous sommes posées. Il y en a un second qui est en rapport avec la notion d'expérience. Ne convient-il pas qu'un père, qu'il soit bienveillant ou manipulateur, transmette son expérience à son fils, qu'il lui évite de perdre du temps, qu'il le mette en garde contre certains dangers, qu'il vise pour lui ce qu'il estime être le mieux? Cela va de soi, n'est-ce pas? Notons ici que nous nous écartons de l'argument de la manipulation ou celui de la malveillance et que nous essayons de nous concentrer sur celui de l'expérience, sur la question de sa transmission. Partageons-nous l'expérience ou la transmettons-nous de telle sorte que nous empêchons l'autre de faire les siennes? Dans le cas d'une transmission, on transmet ce que l'on sait et dans le cadre d'un partage, on fait part à l'autre d'un savoir dont il peut s'inspirer pour enrichir sa propre expérience. Mais ces deux savoirs, transmis ou partagés, n'ont pas la même valeur de pertinence ou d'efficacité. Le savoir éprouvé en situation, dans la vie pratique, n'a pas la même validité que celui transmis oralement et encore moins que celui transmis par une autorité, celui provenant d'un cours ou d'un tutoriel vidéo. Les savoirs, selon la façon dont ils sont acquis, ne sont pas équivalents en eux-mêmes. François, l'un de nos participants, parle d'un exercice d'équilibriste difficile. Évoquant le rapport à sa fille, il distingue la période où il était plutôt éducateur, celle où il a été plutôt mentor, et aujourd'hui, alors que sa fille est adulte, elle devient progressivement son égale. De fait, ce sont davantage des questions qu'ils vont partager plutôt que des convictions dont ils tentent de se convaincre l'un et l'autre. On voit ici qu'il y a un enjeu dans le rapport à l'autonomie de pensée que l'on permet à l'autre de se forger comparativement à des savoirs que l'on essaie de transmettre et peut-être d'imposer. Alors, quel est le problème? On voit qu'il est relativement exigeant de parvenir à une autonomie de pensée, c'est-à-dire à une capacité à penser par soi-même, car il y a une telle porosité entre soi et les autres qu'il est inévitable de s'inter-influencer tous. Il n'y a probablement pas de problème si nous avons entre nous des rapports de bienveillance non hiérarchiques où personne n'essaye d'abuser de personne ou d'exercer une emprise sur lui. Mais ce n'est pas ce que nous constatons le plus souvent dans les rapports humains. Ces derniers s'inscrivent en général dans des rapports de codépendance non choisis. C'est avec son propriétaire, son professeur d'école et les critères de notation d'un système éducatif en place. Ce sont des rapports de codépendance et de subordination avec nos employeurs. C'est bien entendu un système politique qui a son inertie et nous existons également dans un environnement technique duquel nous dépendons totalement. Soulignons-le, la technique suppose des industries lourdes et fines, un système financier et politique qui se coordonnent massivement et nécessairement pour se renforcer et se maintenir en place. Et tous ceux qui ont une capacité de maîtrise dans l'ordre de ce pouvoir technique, financier ou politique disposent alors de capacités d'action dans une structure hiérarchique qui, elle aussi, se met en place, à la fois sur le plan vertical, via des institutions, des administrations, et aussi sur le plan horizontal, dans les régions, au niveau de la nation, mais aussi au niveau des continents et sur le plan finalement mondial. Au terme de ce descriptif des structures hiérarchiques dans lesquelles nous nous mouvons, nous pouvons nous poser la question: qu'est-ce qu'il en coûte à l'être humain pour maintenir en place un tel système? Est-il asservi au monde qu'il fabrique, quitte à s'autodétruire avec lui en raison des rivalités qui s'exacerbent partout?
Ou alors, l'être humain est-il premier? Est-il la valeur première que la technique est supposée servir? Autrement dit, la technique reste-t-elle, comme on l'enseigne aux enfants, un outil au service de l'être humain? Mais revenons à notre histoire. Nous comprenons bien que le roi ne peut se permettre de mettre à mal les structures hiérarchiques en place en laissant son fils, qui le comprendra rapidement, satisfaire à des originalités qui ne correspondent pas à son rang. Et chacun de nous, cela a été mentionné, s'inscrit dans son rang. En conséquence de quoi, nos marges de détermination sont grandes, tandis que celles de notre liberté sont plutôt étroites. Et là, certains de nos participants ont bien noté le titre du chapitre de la petite histoire que nous avons lu. Je le lis: Le monde comme fantôme et comme matrice, considération philosophique sur la radio et la télévision. Pour Günther Anders, il s'agit de comprendre comment la technique, et ici la radio et la télévision, en entrant dans le foyer de chaque citoyen, a transformé leur vie et, selon ses mots, elle a dissous la famille, l'intime, en y faisant entrer le monde extérieur. Je vais lire ici quelques courts extraits de son ouvrage car je les trouve très parlants. La télévision rend l'homme passif et lui apprend à confondre systématiquement l'être et l'apparence. Le monde devient le reflet des images. On lui bouche les yeux au citoyen, c'est-à-dire qu'on lui donne d'autant plus de choses à voir qu'il a moins son mot à dire. L'iconomanie porte constamment en elle le danger de devenir un moyen d'abrutissement. Les images, à la différence des textes, ne révèlent jamais les rapports qui constituent le monde, mais se contentent de prélever des lambeaux de celui-ci. Ainsi, en montrant le monde, elle le dissimule. Fin des extraits que vous retrouverez dans notre forum. Ainsi, avec ce sous-titre, Le monde comme fantôme et comme matrice, nous comprenons bien que nous sommes transformés en fantômes de nous-mêmes grâce à la matrice que sont la radio et la télévision. Une matrice qui, aujourd'hui, s'est enrichie de tous les écrans, téléphones et programmes à qui toutes les décisions de gestion sont confiées. Ce sont bien les machines qui nous asservissent et ceux qui en conçoivent les programmes n'entendent pas changer l'ordre du monde. Alors, ce point de vue est-il trop cynique, nihiliste, pour reprendre un terme de Günther Anders? Et pouvons-nous considérer que ce sont bien les moyens qui conditionnent les fins, des fins indexées sur la dignité des êtres humains et de leurs droits, et non celles visées par les machines pour nous asservir à leur programme? Mais rien n'est moins sûr. Et c'est bien pour cette raison que le roi offre à son fils les moyens de l'exploration du monde, sachant que ceux-ci conditionneront sa manière de le concevoir. Alors, où est le mal au terme de notre débat? Günther Anders observe que les fins que sont les performances des machines se sont substituées aux moyens. Les moyens, ce sont les humains qui sont au service des machines, qu'ils s'évertuent de rendre toujours plus performantes, afin, croit-il, qu'elles le servent d'autant mieux. Mais les machines étant nettement plus performantes que les humains, c'est la question de la honte prométhéenne, il y a eu une inversion du rapport entre les fins et les moyens. Les machines sont devenues nos dieux et les humains sont là pour les servir. Je vous remercie de votre écoute. Soyons vigilants par rapport à tous ceux qui tendent à abuser de leur pouvoir ou lorsque les contre-pouvoirs d'une société, d'un groupe social ou même celui d'une famille se pervertissent, se corrompent ou deviennent comme inexistants, car alors tous les abus seront permis.